T'as à boire. Faut bien que ce soit agréable. Oui, certes, je me prends un petit peu trop au sérieux avec les nouvelles vidéos aujourd'hui. Donc, pour qu'on puisse penser à autre chose et péter un bon coup, je me suis demandé, c'est quoi le pire film que j'ai jamais vu? Et dans un sens, comment peut-on qualifier une œuvre de pourri? C'est quoi un film nul en fait? Évidemment, tout ceci est lié à la subjectivité de chacun. Certains pesteront pour une histoire sans queue ni tête, pour un acting grotesque ou un manque cruel de moyens techniques. Oh, hi Mark. Les raisons peuvent être nombreuses et se combiner entre elles. On a souvent essayé de catégoriser les mauvais films avec les nanars, des films nuls qui en deviennent drôles, et les navets, des films tout simplement mauvais. Beaucoup traitent de la question en profondeur, comme les... Oh oui. Après bon, catégoriser les films c'est un petit peu comme un sextape. C'est facile, c'est marrant, mais ça sert pas à grand chose. Non, je peux mieux faire. Mais si on veut essayer de pousser le vice, je dirais qu'il y a une autre catégorie qui va encore plus loin. Des films tellement nuls où l'opportunisme, le manque de talent et surtout la trahison crèvent à l'écran. Des œuvres. Beaucoup de gens diront que c'est cette horreur qui est notée comme le pire film sur Allociné, mais je ne l'ai pas vu. J'ai autre chose à foutre de ma vie. Consommation envenime notre vie, nous aurions tendance à être beaucoup moins permissifs sur la qualité de certaines œuvres. Car nous recherchons toujours la perfection. Il y a quand même une dimension sociale qui se profile, car quand on y réfléchit, les enjeux économiques de l'industrie du cinéma ne sont pas vraiment à négliger. Ça va, je vais en parler de ce film de merde. Bon, d'abord, on va tous se calmer un coup parce que je sais qu'il existe des œuvres dont la qualité est légèrement moins bonne que cette proposition cinématographique, mais c'est le pire film que moi j'ai vu. Et la nuance est importante. Pour vous donner une échelle de valeur, je n'ai même pas réuni en m'exclamant de manière circonspecte « Fichtre ! Mais c'est de la merde !» En revanche, ce sera la dernière fois que je parlerai d'un mauvais film parce que je trouve pas ça intéressant. Ah bah merci, ça fait plaisir. Non mais toi c'est drôle et tu rends ça cool. Ah bah je préfère ça. Surtout que je ne parle pas que de mauvais films. Hein. Pour ma part, quand je n'aime pas un film, bah je n'en parle pas, ou du moins j'en parle plus. Parce que je n'arrive plus à être enthousiaste ou à dégager et valoriser celles que je considère comme étant sous-estimées. Donc aujourd'hui, ce sera l'unique et dernière fois pour ce format. D'ailleurs, pour rendre ça plus fun, je m'engage à boire un shot de vodka pur pour chaque cliché dans le film. Vous êtes prêts? C'est parti. Hannibal Lecter les origines, ou son titre original Hannibal Rising. Oh déjà? Est tiré de la saga littéraire de Thomas Harris, c'est le préquel de la trilogie lancée par le chef-d'œuvre Le Silence des Agneaux en 1991. Attention, ce n'est pas le premier en termes chronologiques. C'est un de mes films préférés, il a sans doute bouleversé mon regard de jeune cinéphile. Les deux autres films sont plutôt bons et efficaces, mais n'arrivent pas à la cheville du premier opus, malgré un Anthony Hopkins toujours aussi génial. Hannibal avait imposé son aura dans le cœur de la pop culture, par sa violence, sa gratuité, mais surtout ce côté gentleman et noble. Un psychopathe parfaitement conscient de son trouble et qui prend du plaisir à tuer et manger ses victimes. Un pur méchant iconique. Et évidemment, comme tout bon projet, on récupère l'entièreté du pot pour en profiter un maximum en faisant quoi? Un préquel. Bon, en fait, c'est un petit peu plus complexe que ça, parce que Thomas Harris aurait écrit le roman sur les origines d'Hannibal pour éviter que quelqu'un d'autre ne le fasse à sa place. Il a pris le risque, c'est honorable. Aurantis, le producteur des deux précédents volets, a presque forcé la main à Thomas pour qu'il écrive le scénario du film Hannibal Rising, avant même que le roman ne soit publié. Ah, ils sont toujours sympas ces producteurs américains. D'ailleurs, santé. Pour expliquer pourquoi je n'aime pas vraiment le film, on va voir chacun de ses aspects pour bien décortiquer chaque détail. D'ailleurs, pour ceux qui se posent la question, est-ce que j'ai lu le livre? Non! Et je le ferai pas! Parce que ça va encore plus m'énerver! Donc, le film commence avec... Mais non! Je veux pas le faire! Je veux pas le faire! Non, Quentin. Pense à ces gens incrédules qui pourront tomber sur ce film. Ils comptent tous sur toi pour que tu les sauves. Regarde cet homme là-bas. Notre vie en dépend. Non mais moi je bois juste un café. C'est par une douce musique dans une forêt rayonnante que débute notre histoire. Parce que oui, même des psychopathes peuvent profiter des paysages. Et il est vrai que l'atmosphère bucolique d'une forêt, ça se rapproche vachement de Lecter. Bref, donc Hannibal? Mais qui appelle son enfant Hannibal? Hannibal joue avec sa petite sœur près d'un lac, qui le regarde comme tous les garçons rêveraient qu'on arrive, et embarque leur richesse au cœur d'une scène au montage épileptique. Et c'est tout ce que l'on saura sur leur identité. Est-ce qu'ils sont médecins, avocats, boulangers, charcutiers? On ne le saura jamais. Ils partent juste à temps pour se réfugier dans une petite cahute, où la famille peut profiter d'un moment de douceur et de tendresse, avec des petites bubules trop mimi et des parents regardant avec fierté leurs deux beaux enfants. Ouais, c'est un petit peu forcé. Pendant ce temps, un groupe de nazis, oh santé, vole tout ce qui se trouve dans le château en tuant les derniers occupants, avec des répliques d'une rare poésie. Après ça, les lecteurs se font surprendre par des militaires russes qui veulent juste récolter de l'eau, quand soudain, un avion débarque et tire à vue.
Le père de Lecter tombe tandis qu'un des soldats arrive à détruire l'avion qui s'écrase au sol. Et là, une énorme explosion! La mère de Lecter s'effondre et Hannibal crie de désespoir. Avec un plan... cliché! Et santé de nouveau! Michel et Hannibal se retrouvent seuls et évidemment tombent sur le groupe de nazis qui sont très méchants. Les soldats envahissent les lieux et attendent que la tempête se calme. Je suppose. Ah non, pardon, ils attendent que les lieux aux alentours soient plus calmes. C'est quand même marrant de se dire que quand il faut donner des informations importantes et qui pourraient servir le préquel, bah soit ils ne les donnent pas, ou sinon ça manque cruellement de subtilité, avec des dialogues, bah déjà qui sont pas très bien écrits, mais surtout qui sentent l'exposition mais à 10 000 km. Wait. Or die. Leurs yeux emplis de détresse montent vers l'étage et croisent le regard des deux jeunes enfants ligotés. La caméra se rapproche, la musique s'emballe, une coupure brutale en noir. Que va-t-il se passer? Ils vont faire un bon ragoût? Si on prend la trilogie avec Anthony Hopkins et le film de Michael Mann en 1986, que je n'ai malheureusement pas vu, on avait affaire à des films qui cherchaient à apporter une touche subversive, à la fois avec des scènes très dérangeantes, mais surtout sur la perception de l'être humain, remettant en cause notre vision du monde. Cacher, faire face à des hommes ou femmes tueurs en série en fiction, ça nous sort de notre quotidien et nous donne une vision monstrueuse de ce que peut faire l'humain. Il y a un côté pervers et voyeur, certes, mais ça reste fascinant. Il y a toute une analyse à faire sur le sujet, mais pour revenir sur le film, c'est ici selon moi où il rate le coche. À cet instant, on aurait pu avoir une scène choc pour éveiller notre perception et se rapprocher de l'atmosphère dégagée par les autres projets. C'était de donner des origines et un semblant d'humanité pour ça ne va jamais marcher. On touche le point sensible de ce projet, il n'y a aucune implication. Aucune attache, pas de fascination, pas de dégoût, rien. Juste un ennui profond devant autant de clichés et de scènes sans aucune imagination ni ampleur. Donc 8 ans plus tard, on retrouve Hannibal sous les traits du Trooper, de Gaspard Ulliel, coincé dans le château familial qui a été transformé en orphelinat. Pourquoi a-t-il changé? Comment? Quand? Le jeune lecteur DVD fait des cauchemars de la fameuse nuit qui a tout changé, mais semble ne pas se souvenir totalement de ce qui s'est passé. C'est quand même ballot. Il fait preuve d'une rare violence face à ses dirigeants et sera enfermé. Et vu que c'est son château de base, il arrivera facilement à s'échapper, et à retrouver le gardien qu'il a emmerdé quelques minutes avant. Mais ne le tue pas, il décide de le faire souffrir en le piégeant avec un piège à ours en écrivant « signe sur le sol ». Aurions-nous là une première bonne idée, film? Hannibal s'enfuit et décide de quitter la ville. Le film nous résume ainsi ce qu'il vit à l'aide d'un montage digne des meilleurs films d'aventure des années 80, où Hannibal vivra des péripéties aussi folles et dangereuses les unes que les autres. Parc dans une propriété inconnue. C'est pas moi? Il recherche son oncle et tombe sur sa tante. Elle lui apprend qu'il est décédé et décide de l'héberger et de prendre soin de lui. Hannibal retrouvera un semblant de parole après s'être coupé le doigt. Et cette scène m'a plus dérangé que le film en entier. Une scène où le héros se fait recoudre l'eau du film. Oh putain, je suis fait mal. Notre héros trouvera un équilibre et une vie saine en observant Lady Murasaki. Mais si on cite Wikipédia... Cette dernière joue pour lui un double rôle. Elle est non seulement celle qui lui tend un sein à la fois maternel et érotique, mais aussi celle qui lui donne un code de l'honneur, du rituel et de la culture. C'est gênant. Lady Murasaki lui enseignera les arts martiaux, la sagesse, le respect et la maîtrise de son fort intérieur. Non, oh, là c'est pas Hannibal, là c'est Batman. Paf! Scène suivante. Oui, j'ai oublié de dire que ce que j'ai vu c'est la version courte, et ainsi il y a de nombreux passages où on ressent la coupe de scène. Peut-être que la version longue et non censurée de ce film, c'est comme Batman vs Superman. Peut-être que la version longue de ce film apporte beaucoup plus d'éclaircissement et de profondeur pour sauver le film. Non. Hannibal prend soin d'un des sabres de l'hôtel de Murasaki et se met à porter un masque de samouraï, se rapprochant du masque qu'il porte d'habitude. Une scène qui est plutôt cool, mais qui me dérange, vu que le masque est un petit peu trop humanisé à mon goût. Mais j'aime bien l'idée. Relier ça à une autre culture, ça accentue un petit peu le côté mystique et supérieur que pourrait ressentir le personnage. Mais bon, comme toute bonne idée, elle sera très vite expédiée ou mise aux oubliettes. Pendant que le boucher se fait une petite pêche au milieu du lac, il se fait, on sait pas trop comment, attiré par Hannibal, qui joue du ukulélé. Putain, il est costaud cet acteur. Et qui l'attend près de son bivouac. On peut enfin admirer l'éloquence, la froideur et le côté maléfique d'Hannibal qui s'amuse à torturer sa victime. Ooh. Do you see how your mouth stains the air? I should add that to my drawing. Alors, on passe quand même de ça I ate his liver
with some fava beans and a nice Chianti. Ah ça! You inquired about her pussy. You speculated it ran which way? On enchaîne très vite sur l'autopsie du boucher. Bordel, ils l'ont trouvé super vite le cadavre. Et l'inspecteur Poppil remarque rapidement une odeur d'essence de girofle sur le corps. Une essence... Lady Murasaki se réveille en pleine nuit et se dirige vers son hôtel. Elle découvre la tête décapitée du boucher. Une scène de tension qui enfin fonctionne avec son ambiance, mais qui est gâchée par... L'inspecteur Poppil, grâce à ses déductions, accuse Hannibal et veut l'interroger. Le mec est aussi doué que Sherlock Holmes. Il passe donc au détecteur de mensonges et la police découvre que ce n'est pas exploitable, car... il ne ressort rien. L'interrogatoire continue et Gaspard nous montre... Sauf qu'on constate que la personne qui a déposé la tête, c'est... Oh, je crois qu'on a compris. Et maintenant, on expédie tout. Hannibal parle à voix haute à ses parents, qui sont morts, et nous apprend que Murasaki ne pouvait pas payer le château, avec la police, pour arrondir les fins de mois, et tombe sur l'inspecteur qui interroge un ancien nazi, pour avoir des informations sur une enquête en cours. Il utilise un sérum de vérité pour le faire parler, ce qui va donner une idée à Hannibal. Et si le sérum de vérité pouvait lui faire retrouver la mémoire? Bon, sur le papier, pourquoi pas, hein, c'est original, hein. Mais est-ce que c'est possible? Et non, c'est pas possible. En fait, je sais pas. Je ne m'y connais pas très peu en sérum de vérité. Les flashbacks deviennent de plus en plus clairs et arrachent ma rétine de plus en plus fort, tellement c'est ridiculement peu imaginatif. On dirait les flashbacks de Resident Evil. Grâce, ou à cause d'eux, on apprend ce qu'on savait déjà. Misha, elle a servi de repas. C'est dégueulasse, merde. Attends, c'est censé être l'homme le plus classe. Il va sans doute nous présenter ses excuses. Que les méchants ont dû se barrer à cause de soldats russes et qu'Hannibal a été recueilli par une troupe juste après. Et enfin, on a un joli plan. Donc, après 45 minutes de film, on comprend enfin l'objectif d'Hannibal. Se venger des soldats qui ont tué sa sœur. Hannibal se transforme en Punisher. C'est en gros la loi de Talion. Œil pour œil, dent pour dent. J'ai envie de dire pourquoi pas. Mais c'est Hannibal. Ça me fatigue. Il quitte la France pour retrouver des informations dans la bicoque familiale et se fait contrôler avec son passeport et son vrai nom. Bah, pourquoi il a pas changé de prénom pour l'effet de surprise? D'ailleurs, tiens, une idée comme ça. Pourquoi ne pas avoir donné un autre nom au personnage pour que derrière, il se donne lui-même le nom d'Hannibal Lecter, comme certains tueurs en série? Ça aurait pu être plus religieux, plus mystique, voire même plus égocentrique. Ça aurait pu être intéressant. Plus cliché ou plus sophistiqué, oui. Mais plus intéressant... Un mauvais film comme Doom retrouve Hannibal dans la fameuse maison. Ce dernier, en fouillant un petit peu, retrouve les bijoux de famille. Mais non, les bijoux de sa mère. Dortlich débarque dans la cahute, mais Hannibal arrive à le surprendre d'une manière étonnamment intelligente, l'assomme, le capture et le torture. Dis donc, t'es super fort. Mais je suis pas super fort, je suis mieux que ça, même, je suis surpuissant. Bon, même si Gaspard joue toujours aussi mal, il faut rendre à César ce qui est à César, la scène est quand même efficace, avec la corde qui se serre au fur et à mesure. Scène qui d'ailleurs est nettement meilleure en version longue. Mais bon, le problème c'est que on est quand même très loin de l'ingéniosité et la noblesse d'un Hannibal. On a le côté sadique, certes, mais encore une fois, elle a été réfléchie dans le silence des agneaux. Que ça va rendre honneur au personnage d'Hannibal. C'est un tueur en série, il servait un propos et il dégageait une vraie psychologie. Là c'est juste une vengeance banale. La police trouve le corps très rapidement encore une fois, et très rapidement, il est juste un petit peu perturbé. Hannibal retourne à Paris et découvre que la plupart des soldats du groupe sont évidemment en France. Bon, je vais accélérer parce que déjà le film est très long et surtout ça devient de moins en moins intéressant par la suite. Titre. Après avoir découvert qu'Hannibal a probablement Metal Wish solide, Hannibal le capture et s'en débarrasse et apprend officiellement que sa sœur a été mangée. Il récupère l'adresse du boss final qui fait nettement plus peur qu'Hannibal. En même temps, vu comme tous les acteurs forcent pour essayer de se la jouer sérieux, ça devient gênant à force. Mais avant d'achever sa mission, Lady Murasaki essaie de l'en dissuader, en l'embrassant. C'est sa tante, hein, normalement. Un commentaire? J'ai plus de bière. Hannibal prépare donc son arsenal de guerre. Je sais même plus quoi dire à ce stade. Il surprend Groutaz dans son bain qui s'est transformé en proxénète et vendeur d'esclaves apparemment, mais après, et il se sauve. Groutaz demande à ce qu'on le rattrape, et bim! Transition rapide qui sort de nulle part. Hannibal est rentré chez lui et Groutaz a déjà capturé Lady. Je vous l'avais dit que ça allait super vite. Hannibal va interroger un des derniers soldats en prétextant qu'il a tué sa fille. Mais en fait non, parce que dans le sac, c'était pas sa fille, c'était du bœuf. Groutaz qui lui tire en plein milieu de la colonne vertébrale, ce qui l'immobilise d'un coup. Mais Hannibal avait un gilet pare-balles. Enfin, je crois.
Il arrive à faire chuter Croutass, et ce dernier lui avoue. C'est quand même vachement prévisible. En plus, il y a un problème. Hannibal veut se venger des soldats parce qu'ils ont tué et bouffé sa sœur, donc pour marquer sa vengeance, il a mangé des parties du corps de ses victimes. Sauf que là, il apprend qu'il a aussi mangé sa sœur. Ça doit le traumatiser, le dégoûter. Donc là, en l'occurrence, il devrait arrêter de faire ça. Mais non, il continue et devient encore plus taré. Ah bah en fait, ça pourrait être la seule chose qui est réussie concernant sa psychologie. Ça reste con quand même, hein. Et puis merde, c'est Hannibal Lecter. Avant de le bouffer, Hannibal balance un « je t'aime » à Murasaki, qui lui fout un vent. La police arrive encore une fois super vite, mais attention, une explosion! Hannibal a-t-il survécu? Bah oui en fait. Et on le retrouve des mois plus tard au Canada, pour tuer le dernier soldat, et il se casse en voiture. Enfin... Alors, t'en as pensé quoi? C'était nul à chier. Mais non, il y a des trucs bien quand même, comme... En soi, la mise en scène et la photographie font clairement le taf. Le chef opérateur arrive à bien mettre en valeur les tirs recherchés, notamment ce plan cité précédemment, avec un beau contraste entre le noir de la tenue du lecteur et le blanc de la neige. Surtout que le mouvement de caméra permet de révéler efficacement ce qu'il se passe. En soi, en termes d'image, il n'y a pas d'erreur technique, c'est juste que j'aurais aimé qu'elle ait plus d'identité. Par exemple, dans Le Silence des Agneaux, les champs contre champs avaient cette particularité d'être presque en facecam, pour accentuer le malaise et le regard perçant. Ici, c'est juste quelques idées très convenues avec la couleur verte et des ralentis saccadés pour des flashbacks, et jouer sur différentes amorces pour les champs contre champs. C'est pas détonnant, c'est un peu déjà vu, et ça n'a pas vraiment de réel style. Il y a également quelques idées narratives plutôt recherchées, entre le masque, le rapprochement avec la culture asiatique, et le film est long, mais tellement long. Il y a un gros problème de rythme et d'impact, car il tire en longueur des séquences qui ne le méritent pas. Déjà, pour compenser ce rythme, le montage est assez mal fichu, avec des coupures beaucoup trop brutales, et des ellipses narratives qui ne nous permettent pas de pleinement apprécier une séquence. La scène où Hannibal fuit la maison de Croutass est coupée beaucoup trop. Le montage est complètement aux fraises, surtout pour un film d'horreur thriller où le travail d'ambiance est primordial. D'accentuer les mimiques pour se faire passer pour des méchants, rien n'est crédible. En particulier Gaspard Ulliel qui, malgré un potentiel dans certaines scènes, cabotine comme jamais. Peut-être qu'avec un autre réalisateur, il aurait pu mieux se débrouiller, mais il nuit gravement à l'appréciation du film. Je mentionne aussi la musique, qui n'est pas mauvaise en soi, mais à mon sens, pas du tout raccord avec ce que veut nous montrer le film. Des envolées lyriques beaucoup trop fortes, une musique épique. On est dans un film d'horreur, pas un film d'aventure ou de super-héros. Elle ne correspond pas du tout à l'ambiance de l'univers. Mais surtout, le plus gros problème... Le scénario? L'auteur du roman. Je n'aurais pas la prétention de dire que le monsieur s'est planté vu que c'est lui qui a écrit tout l'univers de Lecter, mais je sais pas. Comment on peut être autant à côté de la plaque? Première chose, un romancier n'est pas forcément un bon écrivain. N'est-ce pas J.K. Rowling? Ensuite, je vous épargnerai le nombre incroyable de clichés dans ce film. Je pense que si j'avais vraiment fait le jeu d'alcool, j'aurais fait un coma éthylique. Oui non, parce que ça c'est de l'eau, hein. Il faut se dire aussi que ce qui fonctionne en livre ne fonctionne pas forcément en film, comme des dialogues qui transpirent la simple exposition, sans aucune cohérence ni logique. Sachant que beaucoup d'éléments importants ne sont pas expliqués, ni même mentionnés. Le premier acte d'un film est sans nul doute le plus complexe à aborder, car il se doit d'immerger le spectateur sans qu'il puisse se poser des questions sur ce qu'on lui expose. Il doit rentrer dans le film naturellement, sans qu'on lui dise clairement les informations importantes. C'est presque un travail intellectuel à faire, mais ici, soit ils le font super mal, soit ils ne le font tout simplement pas. Aucune information sur les parents de Lecter, sur le château, sur la réinsertion des soldats, bref, on nage dans le brouillard, et ici, pour un préquel, c'est important d'avoir ces informations. Mais surtout, comment peut-on louper à ce point le personnage de Lecter? Bah comme ça apparemment. Tantôt c'est un justicier, tantôt c'est un psychopathe, et tantôt c'est un humain. Non, c'est pas ça Hannibal, c'est pas un héros dans sa condition, et c'est cette justesse d'esprit qui lui a donné ce caractère gentleman classieux et intimidant. Il est fascinant, effrayant, mais surtout par son histoire. Il ne fait jamais peur, on a zéro empathie pour lui, malgré ce qu'il traverse, on ne croit jamais à ce qui nous est montré. Mais après je comprends pas, c'était quoi le but? C'est quoi la finalité de ce projet? C'est quoi le message? Derrière chaque psychopathe, il y a un drame? C'est toujours les nazis, je vais pas finir cette phrase. Le film a été nommé aux Razzie Awards pour la pire excuse pour un film d'horreur. Vous imaginez? Le simple fait qu'on ne sache rien de son histoire lui donne cet aspect effrayant. Le cas de ne rien dévoiler fonctionne souvent, avec Anton Chigurh, l'infirmière Ratchet, le Joker dans The Dark Knight, et connaître les origines d'un le Joker de Todd Phillips. Tout est une question de justesse, de maîtrise et de vraisemblance dans l'univers. Vraiment nécessaire de lui donner une origin story. Je sais pas vraiment, mais ce que je peux dire, c'est qu'on aurait pu essayer d'avoir quelque chose de nettement plus marquant et unique, plutôt qu'une simple vendetta familiale pendant la Seconde Guerre mondiale.
Mais là où je trouve que c'est problématique, c'est que le film ne répond pas vraiment à la question. Oui, Hannibal a eu un énorme traumatisme qui a changé sa personnalité. Mais on ne sait pas pourquoi il est devenu un tueur en série, et pourquoi il a mangé d'autres personnes entre la fin du film et le silence des agneaux. En fait, le film aurait dû commencer au moment où il se termine. Parce que là, on a juste une version éco-vegan friendly du Punisher. Ça n'apporte rien au personnage, ni au cinéma. Hannibal Lecter les origines est juste qu'un film opportuniste qui a voulu profiter de la popularité d'une saga sous l'égide d'un producteur avide de pognon. C'est aussi triste que ma sextape. Faut vraiment que t'arrêtes avec ta sextape. J'ai le tir, et c'était exactement ce qu'il fallait faire si on voulait faire un préquel de la série. Et j'espère sincèrement qu'une saison 4 verra le jour tant elle est riche et passionnante. Mais là, c'était à s'en tirer les cheveux tellement c'était illogique et mauvais. Il est temps de se reconsacrer à des œuvres nettement meilleures. Donc les films pourris comme ça, c'est fini. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Merci Flo de m'avoir accompagné pour ce merveilleux moment. Rien. Mon frère, que j'aime, ma sœur aussi, mes amis qui sont également très... Pas, aimez les œuvres que vous aimez. Ciao.